C'est un lieu chargé d'histoire, spirituelle. Au cœur du vieux quartier de Hanoï, le temple bouddhique Bac Ma attire les fidèles. Chaque jour, ils sont nombreux à offrir leurs prières aux divinités et à brûler de l'encens. Comme Lan Han, la jeune femme vient chaque année au moment du Nouvel An chinois. People come here to pray for lucky in the new year. Le temple est un passage obligé pour les Vietnamiens adeptes du bouddhisme. There are many the gifts for the mother. We want mother have the healthy and looking for the many money. We just pray for the healthy, for the lucky. You can just check lucky money. Quelques incantations pour des vœux de bonheur et de santé, et un billet laissé aux divinités, histoire peut-être d'acheter leur faveur. Mais cet argent sert avant tout à entretenir ce temple, le plus ancien du vieux quartier, édifié au XIe siècle par l'empereur Ly Taito. C'est à Hanoï qu'a débuté mon aventure. Pendant 4 mois, j'ai parcouru l'Asie du Sud-Est. Un périple de 13 000 km, des décors sauvages du Nord-Vietnam à Bali, de la mythique Angkor au temple de Bagan en Birmanie, des îles paradisiaques de Thaïlande au sommet d'un volcan de Java. C'est vraiment une sensation incroyable d'être au bord de ce gouffre. Des paysages époustouflants et des rencontres marquantes. Un voyage plein de surprises, durant lequel j'ai tenté de percer les secrets d'un continent, au passé parfois douloureux, et partagé entre héritage culturel et dévotion. I feel grateful to Allah. Une expérience singulière, faite de joie, Le bonheur, des fois, c'est vraiment très simple. de dépassement de soi, Après 3 jours et plus de 50 km de marche, nous arrivons enfin au lac Inle. de galère aussi. Là, ça commence sérieusement à m'énerver. Plongez avec moi au cœur de l'Asie du Sud-Est. Retour dans ce temple construit en l'honneur de Bac Ma, littéralement le cheval blanc. Selon la légende, l'animal serait apparu dans un rêve à l'empereur pour le guider jusqu'au site où devait être érigée la nouvelle capitale, Tanglong, qui deviendra par la suite Hanoï. Mon voyage en Asie commence donc aux origines, dans le vieux Hanoï. Le lieu, pittoresque et authentique, est renommé. Il s'agit du quartier des 36 corporations. Et si l'enfer sur Terre existe, pour certains, il serait peut-être là. Ça grouille de partout, un vrai vacarme où se côtoient des milliers de scooters et vendeurs ambulants. Le tout dans un concert de klaxons. Si vous détestez le bruit, fuyez tout de suite. Mais la bouillonnante capitale sait aussi se faire discrète, pleine de retenue, de pudeur. À Hanoï, la religion n'est jamais loin. Les pagodes sont partout dans ce pays à majorité de bouddhistes. La plus visitée d'entre elles, Tran Quoc, sur l'île du lac de l'Ouest, fut érigée au VIe siècle. La pagode du pilier unique, Mot Kot, détonne, elle, par sa forme, en fleur de lotus, détruite par les Français durant la guerre d'Indochine, puis rebâtie. À Hanoï, un personnage de l'histoire est omniprésent. Ho Chi Minh, le fondateur de l'actuel parti communiste vietnamien et de la République démocratique du Vietnam. Le peuple lui voue un véritable culte de la personnalité. En 1975, Saigon a même été rebaptisé Ho Chi Minh Ville. Aussi, à l'instar de celui de Lénine, son corps est embaumé et placé dans un mausolée. Un lieu de pèlerinage sur la place Ba Dinh, bien surveillé. Chaque jour,
vous pouvez assister à la relève de la garde. Un vrai spectacle. Mais à Hanoï, le show est partout dans les rues. En cette douce journée de février, non loin du lac Hoan Kiem, il fait bon flâner au son d'un rythme latino à la sauce asiatique. Je quitte déjà Hanoï, direction la célèbre Halong et ses 2,5 millions de visiteurs chaque année. Pour environ 40 €, je me lance dans une croisière d'une journée. La baie, l'une des 7 nouvelles merveilles de la nature, recense officiellement 1969 îles karstiques et pitons rocheux qui jaillissent de l'eau. 1969, comme la date de la mort du père de la nation, Ho Chi Minh. Sur le pont de l'Asian Dragon, mon embarcation, un décor majestueux se dresse autour de moi, en même temps que le ciel s'éclaircit. Le lieu a beau être touristique, étrangement, on se sent presque seul au monde face à l'immensité de cette riche nature. Sur l'île de Bohon, je m'engouffre dans la grotte de la surprise et ses milliers de stalactites. Le site, découvert par des Français au début du XXe siècle, semble éternel. Non loin de là, un lac intérieur offre une magnifique balade en kayak. Avant d'accoster sur l'île Titop, avec au sommet une vue panoramique. La fin de journée approche, tandis que la baie s'endort à l'avant du bateau, je profite une dernière fois de cette contrée envoûtante. Le Vietnam regorge de paysages exceptionnels. Je vais m'en rendre compte en visitant la province de Ha Giang, dans l'extrême nord du pays, loin du tumulte de Hanoï, quitté 8 heures plus tôt. J'ai 3 jours pour découvrir un Vietnam à l'état brut, avec Ai, mon guide. Sous la protection de Bouddha, le road trip débute au cœur des rizières. Première rencontre avec ses cultivatrices. C'est le temps des plantations. Dans 3 mois, le riz sera prêt à être récolté. Me voilà au cœur des rizières à la rencontre des cultivatrices. Bon, c'est pas facile de parler avec elles parce qu'elles parlent pas un mot d'anglais. Mais qu'importe, les hauts plateaux du Vietnam s'apprêtent à dévoiler d'autres secrets. Le lendemain matin, je retrouve Ai pour un petit déjeuner en ville, à Ha Giang. Je fais la rencontre de Hung et Bin, 2 frères venus de Ho Chi Minh Ville visiter le nord avec un ami. Hung, tout fier de pouvoir me sortir quelques mots en français. La tête, la mère, le nom, merci, cảm ơn. La soupe de nouilles dégustée, tout ce petit monde regagne la voiture. Désormais, nous prenons de l'altitude. Direction le plateau calcaire de Dong Van, classé en 2010, parc géologique mondial. Perché à 1500 mètres, face à nous, une vue sensationnelle sur la porte du ciel de Hon Ba. Quelques kilomètres plus loin, les montagnes jumelles, avec leurs rizières colorées. Hung, ce médecin de 64 ans, se laisse transporter par le panorama. Cette matinée a ouvert l'appétit. Nous faisons une halte dans un restaurant pour le déjeuner. Bon, ils me disent que c'est du vin. C'est un petit peu fort.
Alors je suis avec Young, il va me montrer comment on mange du riz avec les baguettes. Et pour le thé, on change de table. Dans l'après-midi, nous reprenons des chemins tortueux jusque Tam Ma Pass et sa route en zigzag. Nous sommes accueillis par les enfants du village voisin de Pokao, venus vendre leurs bouquets de fleurs. Xin chào. Un peu plus loin, le village traditionnel de Lung Kam. Tandis que mes compagnons de route font quelques provisions d'épices locales, je tente un premier contact avec les habitants. You don't speak English? En vain, cette femme cherche un billet dans sa poche, façon plus ou moins habile de me faire comprendre qu'elle attend de moi un peu d'argent. Et puis, je fais la rencontre de ce joyeux bougre, un peu perché, incapable d'aligner plusieurs mots. What is it? Je cherche finalement un peu de soutien auprès de ces biquettes. Bonjour toi. De nouveau sur les routes. Au loin, on peut apercevoir la tour du drapeau de Lung Ku, située sur la montagne du Dragon, à 1700 mètres d'altitude. L'endroit indique le point le plus au nord du territoire vietnamien. La Chine n'est plus très loin. À Asiang, on est dans la province la plus au nord du Vietnam et dans quelques instants, je vais tout simplement franchir la frontière et arriver en Chine. Et voilà, ça y est. Si le lieu marque officiellement le passage vers la Chine, il n'y a pourtant pas de contrôle. Malgré tout, il ne faut pas rigoler avec les autorités chinoises, comme me confie Greg, un touriste américain. A little while ago, there was an American guy on a motorbike. He came through, just crossed this border from Vietnam into China. There's a road right over here, and he took the road about 3-5 kilometers, and the Chinese policeman on a motorbike stopped him, brought him back, escorted him, and said, "Go back to Vietnam." N'ayant pas de visa pour la Chine, il est temps pour moi de revenir au Vietnam pour une dernière journée sur le plateau de Dong Van. Le troisième jour s'ouvre sur des tableaux toujours aussi somptueux, notamment celui du col de Mapileng, baigné par la rivière No Kue qui serpente entre les falaises. Sur une vingtaine de kilomètres, on s'enfonce un peu plus dans le Vietnam authentique, au milieu de pitons calcaires et d'aiguilles de granit noir. Le long d'une route truffée d'embûches, nous croisons des cultivateurs qui travaillent encore à la charrue, avant de s'arrêter dans le village de Lung Tam. Ici vit la minorité ethnique des Hmong. Les femmes du village ont une spécialité, le tissage du lin et du chanvre. Rien de mécanique, tout est confectionné de manière artisanale. Les Hmong vivent principalement de la vente de leurs tissus. Lung Tam est la dernière étape d'une excursion qui a tenu toutes ses promesses. Désormais, l'aventure me mène plus au sud. Dans les environs de Ninh Binh, je visite les temples de Oahu. Oahu fut l'ancienne capitale du Vietnam entre 968 et 1010, date à laquelle le roi Ly Taito transféra le pouvoir à Hanoï. Non loin de là, Tam Coc, surnommée la baie d'Along terrestre pour ses rizières foisonnantes et ses pics karstiques.
Je me laisse transporter sur la rivière Ngodong. Ici, les rameuses ont une particularité. Elles rament non pas avec leurs mains, mais avec les pieds. Original. À 500 km de Hanoï, le parc national de Phong Nha-Ke-Bang. Cette région, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est considérée comme l'un des plus anciens reliefs karstiques d'Asie. Le parc regorge de cavernes, au nombre de 300, s'étirant sur 70 km. En 2005, une équipe de spéléologues britanniques a découvert une nouvelle grotte baptisée Thiên Duong, qui signifie paradis. En ces lieux, des millions d'années nous contemplent. Après une escale à Hoi An, cité côtière du centre du pays, je prends l'avion à Da Nang. 1h30 de vol et j'atterris à l'extrême sud du Vietnam, à Ho Chi Minh Ville. Là, je suis dans les rues de Saigon. Il y a énormément de scooters, c'est incroyable. Comme sa petite sœur Hanoï, Ho Chi Minh Ville fait la part belle aux deux roues. Pas toujours évident pour un piéton de traverser la rue dans ce capharnaüm. Certains disent ici que la meilleure façon de traverser est de fermer les yeux. Dès le lendemain, c'est pourtant avec les yeux bien ouverts que j'entame une virée dans cette cité aux 8 millions d'habitants, poumon économique du pays. Ho Chi Minh Ville est l'ancienne capitale de l'Indochine. L'influence française reste fortement présente avec ses édifices coloniaux, comme la cathédrale Notre-Dame de Saigon et ses briques rouges importées de Toulouse. Ou encore la grande poste centrale et sa charpente métallique conçue par un certain Gustave Eiffel. À l'intérieur trône un portrait géant de Ho Chi Minh, le héros national, celui qui s'est opposé à la France puis aux Américains et a mené son pays à l'indépendance. Du reste, non loin de là, un musée retrace l'histoire des conflits vietnamiens. On y retrouve des reconstitutions ou du matériel militaire. Aussi, des photographies poignantes témoignent des atrocités de la guerre et des tortures commises par les GIs américains. Saisissant. Pour plus de légèreté, je m'éloigne du centre historique et remonte vers le nord de la métropole. Je trouve alors refuge dans la pagode de l'empereur de Jade, un temple taoïste et bouddhique construit au début du siècle dernier, idéal pour trouver un peu de fraîcheur et de zénitude. Pour les petites fins, ne cherchez pas bien loin. Le marché de Ben Thanh, ce lieu centenaire aux 1000 saveurs, en séduira plus d'un. Mais en Asie, la nourriture est partout dans les rues. Il n'y a plus qu'à se laisser tenter. En fin de journée, je monte sur la terrasse d'un hôtel pour profiter du soleil couchant. Mes dernières heures au Vietnam, après 15 jours dans le pays. Dès le lendemain, direction le Cambodge. What is your name? My name is Supun. I am a monk. Le périple se poursuit à Phnom Penh, accueilli par ces moines bouddhistes bien bavards. J'ai 3 jours pour me familiariser avec la capitale cambodgienne, aux 1,5 million d'habitants. À proximité du palais du roi, je prends d'abord le temps de flâner sur la Riverside, aux abords du mythique fleuve Mekong. Un peu plus loin, cet imposant édifice, le monument de l'indépendance, construit pour commémorer la fin du protectorat français, proclamé en 1953. Mais cette marche par 40 degrés à l'ombre a creusé l'estomac. Ça fait du bien une petite pause et je suis en train de manger un bon petit plat bien local. Voilà, un bon petit bouillon, du bœuf, des nouilles.
Enfin bref, du classique dans ce pays, quoi. Quelques temples ou encore le marché central, édifice art déco offert par les Français, rythment mon après-midi. Avant, un peu de détente à mon hôtel. Ici, on ne se refuse rien pour pas très cher. Nouveau domicile. Avec en prime, une vue remarquable sur la ville. Eh bien, il est 21h45 et mon restaurant est fermé à Phnom Penh. Oui, c'est assez tôt et du coup, je vais devoir migrer vers un autre endroit. Il n'y a personne, je suis tout seul. Mais en tout cas, je mange un très bon plat aujourd'hui. C'est comme ce midi. Un petit bouillon de nouilles, mais cette fois-ci, c'est pas du bœuf, c'est avec des fruits de mer. Voilà, et c'est très très bon, hein, comme d'hab. Alors ici, au Cambodge, le thé est offert, hein, avec tous les plats, tu as un thé, donc qu'il soit chaud ou froid, c'est plutôt sympa. Mon repas vient de s'achever, hein, je rentre vers mon hôtel. Alors, il faut savoir qu'ici au Cambodge, tu payes tout en dollars américains, hein, c'est la deuxième monnaie du pays. Par contre, ils te rendent la monnaie en riel, la monnaie locale. C'est assez original. Voilà, bon bah allez, sur ce, je vais me coucher moi. Allez. Le lendemain, changement d'ambiance. Je décide de consacrer ma journée au passé douloureux du Cambodge, où une dictature féroce a semé la terreur dans le pays. Mon voyage dans le temps, hors du commun, commence à bord de ce tuk-tuk. Je prends la direction de Chung Ek, à une quinzaine de kilomètres au sud de la capitale. La destination n'a rien d'idyllique. Les lieux, appelés Killing Fields, les champs meurtriers, ont été le théâtre de la barbarie des hommes. C'était à la fin des années 70, sous la dictature communiste des Khmers rouges. Entre 1975 et 1978, environ 17 000 hommes, femmes et enfants ont été déportés et exterminés ici à Chung Ek, hein, sur quelques 2 hectares de champs. Les fouilles entreprises en 1980 à la chute du régime de Pol Pot ont permis d'exhumer les restes de quelques 9 000 corps. Chung Ek fut la principale place d'exécution des prisonniers du régime de Pol Pot, le leader des Khmers rouges. Jusqu'à 300 personnes par jour sont mortes ici. Des enseignants, des médecins, des juristes, des moines bouddhistes ou des intellectuels. Durant la dictature des Khmers rouges, il ne fallait pas grand-chose pour être considéré comme un opposant au régime. Du reste, leur credo était sans équivoque. Mieux vaut tuer un innocent que de garder en vie un ennemi. Le paradoxe du site, aujourd'hui si paisible, mais qui contraste avec son passé tragique, chaotique. I think it's really horrible, like when you walk and they tell you everything in the earphones. The history of the country, as it shows, is a horrible one, and it's sad. And so I think walking in this area where you actually see the bones and the tears and the blood of the people that are sort of laid in these grounds makes you feel as if you're in a different place. Actually, in such a small area, to think that so many people have been buried, to think about that and to sort of make sure that we try not to repeat the mistakes of the past. Sur ces terres encore marquées par l'horreur, 129 charniers ont été comptabilisés, dont seulement 80 fouillés à ce jour. Alors juste derrière moi, sous ce toit, se trouve une fosse commune où 450 corps ont été retrouvés. Une balade vers l'impensable, l'insoutenable. Un peu plus loin, une autre fosse commune. À cet emplacement, une centaine de corps de femmes et enfants ont été retrouvés. À côté, l'arbre meurtrier. Les gardiens saisissaient les bébés par les pieds et fracassaient leur crâne contre ce tronc. L'horreur à son paroxysme. Ce sont les gardiens eux-mêmes qui étaient chargés de tuer les prisonniers, souvent dès leur arrivée. Ils étaient exécutés à coups de haches, de pioches, de tiges de bambou, afin d'économiser les balles. À Chung Ek, le passé se conjugue au présent et il n'est pas rare, au gré de vos déambulations, de tomber sur une étoffe de vêtements portée par un prisonnier exécuté 40 ans plus tôt. Tous les 2-3 mois, les employés du centre ramassent les lambeaux de vêtements, les ossements, les dents qui remontent à la surface. Les restes des vêtements sont placés dans cette urne derrière moi. Vers la fin du parcours, je me retrouve face à cet arbre massif qui a joué un rôle lors des exactions du régime sanguinaire.
Juste derrière moi se trouve l'arbre magique qui n'a rien de vraiment magique. Les Khmers rouges y avaient placé aux branches des haut-parleurs qui diffusaient des chansons révolutionnaires pour couvrir les cris des victimes qui étaient en train d'être assassinées, car tout devait se passer à l'insu des autres populations. La matinée dans les Killing Fields se termine par la visite de cette intrigante tour. Elle a été érigée en 1988 par le gouvernement cambodgien en mémoire des victimes. À l'intérieur, des milliers de crânes ont été conservés pour ne jamais oublier. Pour mieux comprendre cette période de terreur, retour à Phnom Penh, où un musée retrace le génocide cambodgien. C'est ici, derrière ces barbelés, que la machine de mort des Khmers rouges s'est mise en place. Ce musée est une ancienne prison appelée la S21 de Tuol Sieng. C'est la plus connue des quelques 196 prisons que la dictature Khmer rouge avait disséminées un peu partout dans le pays. En 1975, la capitale tombe aux mains des Khmers rouges. Rapidement, les opposants sont arrêtés. Pendant les 4 ans de la dictature, pas moins de 18 000 prisonniers ont été incarcérés en ces lieux, torturés pour la plupart, avant d'être exécutés à Chun Ek, où j'étais tout à l'heure. Aujourd'hui, le lieu est prisé des touristes qui rôdent entre ces murs chargés d'histoire, sous le regard des prisonniers. Des cellules aux salles de torture, l'atmosphère est pesante, lourde, comme rattrapée par le passé. Le passé, Boumeng ne peut l'oublier. Le vieil homme est l'un des 7 survivants adultes retrouvés lorsque la prison de Tuol Sleng fut libérée par l'armée vietnamienne en 1979. Il avait été arrêté avec sa femme 3 ans plus tôt. L'homme, qui a aujourd'hui 78 ans, a été torturé à coups de charges électriques ou encore de tiges de bambou. Sa femme, elle, n'a pas survécu et a été tuée en 1977. Boumeng, le miraculé, ne cessera depuis de raconter son histoire, comme pour donner un sens à sa vie, un témoignage pour les nouvelles générations, un hommage aussi à celles et ceux qui ne sont jamais sortis vivants de ces murs. Les voilà, les mythiques temples d'Angkor. 5 heures du matin, les ruines s'éveillent. J'ai quitté Phnom Penh pour le nord du pays. Pour 37 $ le ticket d'entrée la journée, cet incontournable du Cambodge se dévoile. Le jour se lève, un moment magique, rapidement brisé par ce charmant petit singe. Réflexion faite, pas si charmant que ça. Passé cette terrible agression, j'entame une balade au cœur de l'histoire. Le site fut l'une des capitales de l'Empire Khmer entre le XIe et le XVe siècle. Il est classé depuis 1992 au patrimoine mondial par l'UNESCO. Il fait une de ces chaleurs là dans ces temples. Il est temps que je m'installe à la terrasse d'un resto pour boire une bonne mousse là, parce que c'est fatigant hein, cette visite des temples d'Angkor. Et c'est très beau. Mais bon, après je suis vraiment dans des ruines. Il n'y a que de la ruine. Faut aimer ça quoi. Faut aimer la vieille pierre. Mais des vieilles pierres qui font la fierté des Cambodgiens, à tel point que le temple principal, Angkor Wat, est représenté sur le drapeau national. Oh Panis, tu tires ou tu pointes? Bon, en fait, c'est une grosse arnaque. Hein. Je suis pas du tout au Cambodge. Je suis à Aix-en-Provence, là.
On entend parfaitement les cigales. Un temple de plus, là il est temps que ça se termine, j'en peux plus. Trop de ruines tuent les ruines. Voilà, ici, il y a plusieurs centaines d'années, nous contemple. Encore marque la fin de l'épopée cambodgienne. Une nouvelle journée pour moi ici au Cambodge, et surtout c'est la dernière journée au Cambodge, hein, puisque là j'ai pris un bus, hein, et là il est actuellement derrière en train de mettre un peu d'essence. J'ai pris un petit bus pour me rendre au Laos aujourd'hui. Je passe la frontière dans quelques heures et je me rends à un endroit, je trouvais le nom sympa, c'est pour ça que je me suis dit je vais m'arrêter là-bas. Je me rends aux 4000 îles, voilà, donc on va voir s'il y a bien 4000 îles. C'est tout au sud du Laos. Je sais pas ce que c'est, je l'ai jamais vu, j'ai même pas vu des photos. Mais bon, on va voir, c'est ça l'aventure. Mais le chemin pour me rendre dans le sud du Laos n'a pas été de tout repos. Eh bien, on est vraiment dans un autre monde ici, hein, sans aucune explication. On nous demande de changer de bus, sauf que le bus n'est toujours pas arrivé, donc on attend patiemment depuis plus d'une heure un autre bus qui doit nous emmener au Laos. Ici, on est en Asie du Sud-Est, c'est incroyable, mais ils donnent jamais aucune explication. Jamais. C'est insupportable, ils sont insupportables ces gens. Enfin bon, c'est bien de voir ça au moins. Après une journée entière sur les routes, j'arrive enfin à la frontière entre le Cambodge et le Laos. Je suis dans une zone voilà, tampon entre les deux frontières. Voilà. En fait, je suis dans le No Man's Land. C'est la guerre ici, mon gars. Alors c'est le gros bordel. Le visa pour un Français, c'est 30 $ plus des timbres à 5-6 $, plus une photo qu'il faut payer à 2 $. Bon, ça revient à 40 $. Pour un Allemand, ça revient à 40 $. Pour un Hollandais, à 45 $. Bon, bref, on prend rien du tout. C'est à la tête du client, quoi. À bord de mon pick-up, je longe le Mekong. La nuit venue, une pirogue me parachute finalement au cœur d'un archipel captivant. Je viens d'arriver sur l'île de Don Det. Il fait nuit, hein, il est plus de 19 h. Après un périple d'une journée entière, mais c'était incroyable. Enfin, c'est pour ça qu'on fait des voyages. Je suis à la terrasse du restaurant de mon hôtel pour le petit déjeuner. Il est 8 h du matin. Regardez-moi cette belle vue. Après une bonne nuit de sommeil et un délicieux petit déjeuner, je pars explorer ce lieu atypique. Durant 2 jours, le site des 4000 îles livre ses secrets. Baigné par le Mekong, le coin est un petit paradis sur terre. Une douceur de vivre au sein d'une nature luxuriante. Eh bien, je suis au milieu de nulle part. Le bonheur, des fois, c'est vraiment très simple. Je viens de m'arrêter, je sais pas ce que c'est, j'ai l'impression que c'est une sorte de cimetière. Il y a des tombes. Bon, c'est plutôt sympa, puis il y a un temple au fond. Pas de bruit. À vélo, à pied, en kayak ou en pirogue, je découvre les richesses de l'archipel. Il abrite de somptueuses chutes d'eau constituées de plusieurs rapides. Un régal pour les yeux. Les chutes de Kone Papeng sur l'île de Don Det qui ont l'un des débits les plus importants au monde. On savoure cet instant. Ou encore les cascades de Lipi sur l'île de Don Kon qui se comptent par dizaines. Franchement, magnifique. On n'a pas une vie facile. Un lieu unique et un véritable coup de cœur après bientôt un mois passé en Asie. Je suis tout seul pour me baigner dans une eau à plus de 30 degrés, c'est la belle vie. Une parenthèse enchantée, gravée à jamais, comme ce bouquet final. Un coucher de soleil sur les eaux calmes d'un Mekong presque endormi. Un seul mot, profiter. « 800 km plus au nord, j'ai rendez-vous ensuite avec ces géants de béton. Dans les environs de Vientiane, la capitale du Laos,
le Buddha Park de Jianquan est un lieu hors du temps où tout semble figé. Pour 15 000 kibs l'entrée, soit environ 1,50 €, je déambule à travers plus de 200 statues bouddhiques et hindoues qui reposent, telles des âmes endormies. Le parc a été ouvert en 1958 à l'initiative d'un chaman prêtre yogi qui a mêlé les deux religions, reposant. Au Laos, j'ai un objectif, me rendre à Luang Prabang, l'un des lieux les plus renommés du pays, dans le nord. Sur ma route, je fais une escale de 2 jours à Vang Vieng. Vang Vieng, à l'image longtemps dégradée, est considéré comme un repère de fêtards au Laos, m'a néanmoins charmé par son cadre magnifique. Traversée par la rivière Nam Song, la petite ville est entourée de montagnes calcaires et de grottes où l'on peut s'y perdre. Je savoure cet instant. Hop, je suis tombé sur un petit trésor. Quelques offrandes aux dieux. Il va falloir que je retrouve mon chemin ensuite pour ressortir d'ici. Si t'as pas de nouvelles de moi dans 48 heures, tu pourras alerter les secours. Sorti de la grotte de Pikam, je fonce désormais vers Luang Prabang. Enfin, foncer, façon de parler. Nous sommes arrêtés depuis bientôt une demi-heure. Il doit y avoir un accident sur la route. Du coup, on est coincé. Et la file de voitures commence à s'allonger. Voilà, on n'a pas de précision, on ne parle pas anglais de toute façon ici, donc je sais pas. On attend, au bord de la route, entouré des montagnes. Bon, bah, j'ai ma réponse à la question. Il y a eu un accident impliquant plusieurs camions derrière moi. Franchement, cet accident, ça ne m'étonne pas parce qu'ils ne savent pas conduire ici, de toute façon, en Asie du Sud-Est. Ils conduisent comme des fous, voilà ce qui arrive. Bon, ils sont en train d'enlever un premier camion, là on va pouvoir passer après. La route va pouvoir se libérer. C'est un drôle de cortège qui défile dans les rues de Luang Prabang. 6 h du matin, la parade des hommes en robe orange peut commencer. Une véritable attraction, le tout dans un silence quasi mystique. J'assiste au Takbat, la cérémonie de l'aumône, un rituel où chaque matin à l'aube, les moines bouddhistes défilent dans les rues de Luang Prabang pour collecter de la nourriture. Car ces moines mendiants ont renoncé à tout bien matériel et vivent uniquement de la générosité des donateurs. Un à un, les bonzes tendent leur sébile, cette coupe prête à recueillir l'aumône des habitants ou des touristes amassés sur les trottoirs. Sticky rice. Sweets. Un peu de riz, des friandises et parfois même quelques billets. La mise en scène est bien huilée, la procession chorégraphiée. Les plus anciens devant, les plus jeunes à l'arrière. Les moines regagnent ensuite leur temple pour une journée d'études et de prières. Luang Prabang, la cité de l'aube. Luang Prabang, la spirituelle. La ville compte une trentaine de temples, des wat en langue lao. Pour certains, de véritables merveilles architecturales. Je viens d'arriver au Wat Zieng Tong qui a été construit au XVIe siècle et qui est considéré comme l'un des plus beaux temples du pays. Pour s'introduire dans le temple d'or, il faut débourser 20 000 kips, soit 2 €, mais ça vaut le coup. Relaxant et iconique, l'endroit brille par ses sculptures, les dorures, les mosaïques de verre. Harold, ce touriste luxembourgeois, est séduit. C'est très tranquille ici. Et il y a beaucoup de détails dans les arts, beaucoup de musique. C'est très intéressant. Le complexe héberge aussi les moines bouddhistes. En me baladant, je croise quelques bonzes bienveillants. Alors les moines bouddhistes m'ont gentiment invité à leur table, c'est l'heure du déjeuner. Ils m'ont même offert de quoi manger quelques légumes. Je m'assois alors à côté de Bi, 18 ans, qui a décidé de consacrer sa vie à la religion.
ค่อยอยากเป็นในอนาคตนี้ค่อยอยากจะเป็นพระบวชเป็นพระสาเหตุย้อนว่าค่อยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศาสนาพุทธศาสนาที่ดีเป็นคำสอนที่ดีถ้าศึกษาแล้วเขาก็จะสามารถเป็นคนที่ดีได้สามารถเข้าใจถึงชีวิต Après ce voyage spirituel, place à l'émerveillement. Direction les chutes de Kwangsi, à une trentaine de kilomètres au sud de Luang Prabang. Avant même d'apercevoir la moindre cascade, à l'entrée du parc, cette boule de poils retient mon attention. À l'intérieur du site de Kwangsi se trouve un centre de protection des ours noirs d'Asie. C'est une espèce qui est victime de braconnage et en voie de disparition. L'ours noir a été placé sur la liste rouge des espèces menacées. L'animal est régulièrement torturé pour y prélever sa bile, qui aurait des vertus thérapeutiques dans la médecine chinoise. À Kwangsi, une dizaine d'ours ont ainsi pu être sauvés. En suivant le chemin à travers la végétation, les premiers bassins se dessinent, d'une eau bleue turquoise remarquable, une merveille de la nature. Le site de Kwangsi est l'un des plus beaux endroits du Laos, très prisé des touristes, et les cascades font partie des plus belles en Asie du Sud-Est. Un peu plus loin, le clou du spectacle, des chutes de 60 mètres de hauteur. Alors que la fin de journée approche, la magie des lieux a opéré. Retour à Luang Prabang, ici quand le soleil se couche, le marché de nuit ouvre ses portes. C'est un incontournable pour tous ceux qui visitent l'ancienne capitale royale du Laos. La fièvre envahit les rues du centre historique. Sur une centaine d'étals, ce marché fait honneur à l'artisanat local. Ici, on trouve de tout, bijoux, vêtements, décorations. Mais la vraie star, c'est le papier Saha. Des toiles de peinture, des lampions sont fabriqués avec ce papier, fait à partir d'écorce de mûrier, typique de la région. Le marché, un parfum d'Asie jusqu'au bout de la nuit. Le lendemain, avec Tupa, mon chauffeur pour la journée, je pars en quête d'aller observer des éléphants. L'animal est une icône au Laos, mais une icône en danger. Depuis 2003, près de Luang Prabang, un camp est exclusivement réservé à la protection du vénérable pachyderme. Elle, c'est Loulou, la responsable des lieux. We have 10 elephants here. All of these elephants, they experience like logging industry. Some of these elephants looks like they are so skinny because they work very hard from the forest. And now we bring it here to rescue them. We have also Dr. Elephant to taking care. Elephant hospital here. We have also medicine here. I will show you. For the elephant. Le centre prône un tourisme éco-responsable pour sauver les éléphants. Ici, rien ne se perd, tout se transforme pour la bonne cause. We collect the elephant dung. We make paper from the dung. And we make souvenirs from the dung. We sell dung, paper souvenirs. We purchase food and medicine with the profit. So this one, we are the one who make this one. This souvenir elephant dung paper. Autrefois surnommé le pays du million d'éléphants, le Laos a une réalité bien différente aujourd'hui. Il n'y en aurait plus que 1600, dont 500 seraient engagés dans des opérations de bûcheronnage, exploités et brutalisés par l'homme. Dans le village des éléphants, l'animal est bichonné, soigné, nourri. Il faut savoir qu'un éléphant, ça mange plus de 200 kg de nourriture par jour et ça boit plus de 300 litres d'eau par jour. Le camp vit grâce au tourisme. C'est l'endroit idéal pour les visiteurs souhaitant vivre l'expérience d'une rencontre intime avec l'animal. Cette demoiselle à la voix suave, c'est Mai Comfet, 7 ans, et elle adore les bananes. L'éléphanto est privé de sa maman, toujours aux mains des exploitants forestiers. Mai Comfet et tous les éléphants qui ont trouvé refuge ici ne sont pas enfermés dans ce camp.
Chaque après-midi, ils traversent la rivière Namkhan avec leurs soigneurs pour regagner la jungle, leur habitat naturel, et y passer la nuit. Un vent de liberté pour un avenir plus pacifique. Il est déjà temps de quitter le village des éléphants pour revenir à Luang Prabang. Profiter une dernière fois des charmes de la cité sacrée en prenant un peu d'altitude. Après avoir gravi plus de 300 marches et croisé Bouddha, j'arrive au sommet du mont Fuxi, une colline en plein cœur de la ville. Le soleil tire alors sa révérence sur le Mékong. Le temps s'arrête. Luang Prabang, c'était chouette. Adieu le Laos. Je vise à présent la Birmanie. Pour cela, il faut passer par la Thaïlande. Je m'arrête d'abord à Chiang Mai, dans les montagnes du Nord. La ville compterait plus de 300 temples bouddhiques. Eh bien, je me balade dans les rues de Chiang Mai. J'ai visité, je sais pas, à peu près 3832 temples. Là, j'en peux plus des temples. Là, j'ai pris mon billet de bus pour partir à Mae Sot demain. Mae Sot, c'est la ville à la frontière pour aller au Myanmar. Bon, bah, je sais pas ce qui vient de se passer. Je suis à la gare et d'un coup, tout le monde à 8 h s'est levé. Tout le monde s'est levé. Là. Je crois que ça doit être l'hymne national thaïlandais. En tout cas, tout le monde est debout là. Eh bien, j'ai posé la question à un Thaïlandais pour cette musique à 8 h du matin. Et effectivement, tous les jours, dans les lieux publics, à 8 h du matin, il y a l'hymne national thaïlandais qui résonne. Et donc tout le monde doit se lever pour respecter l'hymne national. Donc c'est assez intéressant. Ça se passe pas comme ça en France, on va dire. Du bus, encore du bus, pour me rendre à Mae Sot, la dernière localité thaïlandaise avant de franchir la frontière. Eh bien, je suis actuellement sur le pont qui sépare la Thaïlande de la Birmanie, du Myanmar. Je viens de passer le poste frontière thaïlandais. Et là, je suis sur le pont et je vais bientôt arriver au checkpoint birman. En Birmanie, le site archéologique de Bagan me fait de l'œil. Avant de m'y rendre, j'envisage un passage par la capitale, Rangoon. Eh bien, on fait une petite pause. Je suis dans le sud du Myanmar, en direction de Rangoon, la capitale. Et voilà, c'est des magnifiques chemins. Hein. Voilà, un petit peu au milieu de nulle part là. Il fait toujours très chaud. Là on s'est arrêté pour le repas du midi, sauf que j'ai pas de monnaie birmane, donc je peux rien acheter. J'ai essayé de négocier pour payer en baht, mais bon, ils comprennent rien ici. Donc, Eh bien c'est interminable, toujours pas arrivé à Rangoon, il est bientôt 22 h là. On a été victime d'une crevaison, donc on est au bord de la route à attendre. Sachant que j'ai pas réservé d'hôtel ce soir, donc je vais arriver à plus de minuit à Rangoon sans hôtel. C'est le bordel. Rangoon n'est qu'une courte escale avant de filer à Bagan. Le temps de me faire une jolie frayeur, toujours avec ces satanés singes. Après l'attaque du macaque à Angkor, celui du zoo de Rangoon se mue en chapardeur de téléphone. Finalement, pas si mauvais caméraman. Voilà le coupable. Le téléphone récupéré, le Nord m'appelle. Eh bien, on vient de s'arrêter pour le dîner. Un repas à base de riz, bien évidemment, comme toujours. Et puis là, on va bientôt reprendre le bus pour partir, pour arriver à Bagan. Une nuit entière dans le bus, mais bon, ça va être sympa. J'ai failli louper le bus d'ailleurs. Hein. Je suis arrivé 1 minute avant le départ du bus. Mon chauffeur de taxi a speedé. Je suis à Bagan, c'est l'endroit où il y a le plus grand site archéologique au monde, avec plus de 2000 temples répartis sur quelques hectares. Donc je vais aller voir ça demain. Il est 13 h et il fait une chaleur largement plus de 40 degrés, donc je vais aller me mettre à l'ombre un peu à l'hôtel, tranquillement, me reposer un peu parce que je suis arrivé ce matin à 8 h. J'ai été toute la nuit dans le train. Donc voilà, dans le bus plutôt. Donc là je vais me reposer un petit peu.
C'est une valse de montgolfière dans le ciel de Bagan. Quand le soleil se lève, la magie d'un lieu unique en Birmanie s'offre aux touristes aux premières loges dans ces ballons. 6 heures du matin, la plaine se réveille, prête à révéler ses trésors. Des temples à perte de vue. Bagan, situé dans le centre de la Birmanie, est l'un des sites archéologiques les plus importants au monde. L'endroit regorge de chefs-d'œuvre architecturaux. Entre les 11e et 13e siècles, le lieu a été la capitale du royaume de Pagan, le premier empire birman. Plus de 12 000 temples et pagodes bouddhistes ont été construits durant cette période, témoins de la richesse et de la grandeur passée de la Birmanie. Mais le royaume de Pagan s'est effondré sous les attaques des Mongols au XIIIe siècle. Aujourd'hui, la région recense encore plus de 2800 temples et pagodes, comme l'Ananda. Construit à la fin du XIe siècle, son stupa couvert d'or culmine à 55 mètres de hauteur. À l'intérieur, un Bouddha géant fait face aux fidèles et aux touristes. Le temple, c'est un lieu de spiritualité, mais aussi un lieu de vie où se mélangent les couleurs locales et où souvent on fait du commerce. À l'entrée de l'Ananda, un marché est improvisé. On ne peut y échapper. Comme ça. C'est le jupe pantalon. Ça c'est fille, elle a dit ça c'est pantalon, ça c'est garçon. Nunu Wei et Lin Lin aimeraient bien me vendre leurs vêtements made in Myanmar. En vain. Ce qui détonne, c'est leur visage peint de Tanaka, une pâte cosmétique jaunâtre d'origine végétale, populaire en Birmanie. Son usage remonte à plus de 2000 ans, une tradition dans le pays. Tanaka. For Tanaka means it's a sun cover. For children, for ladies, for men, it's whatever they can use it for sun cover. Very cool. Il est alors temps de quitter l'Ananda pour explorer les autres mystères de Bagan. Les temples s'étendent sur près de 50 km² autour de 3 villes, Nyang-u au nord, Old Bagan au centre et New Bagan au sud. Le site est assez vaste, il est donc impossible de tout voir à pied. Les touristes privilégient alors les balades en carriole, le vélo ou encore le scooter électrique disponible en location. Et pour ma part, mon choix s'est porté sur le scooter. Ma balade se poursuit dans la localité de Old Bagan, jusqu'à cet imposant temple, l'un des plus grands du site archéologique, érigé au début du XIIIe siècle. Alors j'arrive au temple de Godo Palin et ici, comme dans tous les autres temples, il faut enlever ses chaussures et ses chaussettes, il faut être nu-pied pour rentrer à l'intérieur. Alors à l'intérieur du temple se trouve une gigantesque statue de Bouddha. C'est aussi un lieu très prisé des fidèles qui viennent prier. Là encore, la dévotion est totale, la ferveur palpable dans un pays où 90% de la population est de confession bouddhiste. Je m'octroie une petite pause dans la visite des temples, c'est l'heure du déjeuner. Je suis installé à la terrasse d'un petit restaurant à côté du temple Bupaya. Un petit poulet au curry, avec du riz bien entendu, pour le repas de ce midi. C'est la spécialité locale. Après avoir repris des forces, je pénètre dans le temple de Bupaya, l'un des plus anciens de Bagan. Surplombant le fleuve Irrawaddy, le Bupaya est célèbre pour son stupa entièrement recouvert de feuilles d'or. Le moine bouddhiste fait sonner la cloche, le signal pour moi de reprendre la route. En remontant vers Nyang-u, d'autres vestiges de l'histoire au bord du chemin. Cette fois-ci, l'endroit est désert, pas un touriste à l'horizon. Ici, les pagodes et stupas de briques rouges ne sont pas en très bon état, le poids des années. Ces trésors de l'humanité sont aujourd'hui pour certains en ruine, endommagés par le cours de l'histoire et notamment par un gigantesque tremblement de terre survenu en 1975. Dans ce site archéologique, plusieurs siècles nous contemplent et le calme des lieux lui confère un aspect encore plus mystique. Entre ces murs effrités, le temps suspend son vol. L'histoire ne tient plus qu'à un fil. Mon fil d'Ariane, lui, me mène jusqu'à la magistrale pagode de Shwezingon.
Un grand stupa doré en forme de cloche, reposant sur 3 terrasses de briques. La pagode aurait été construite à partir de 1059 par le roi Anavrata pour abriter un os de la mâchoire et une dent d'un Bouddha obtenu à la suite d'une campagne victorieuse sur le royaume de Dali. Et même dans cet espace sacré, le business n'est jamais loin. Pour quelques centimes d'euros, vous pouvez repartir avec de la feuille d'or directement prélevée sur le stupa. Je renonce finalement à cet achat. Shwesingon est la dernière étape d'une escapade riche en révélations. Enfin, pas tout à fait. La fin de journée approche. Avec mon petit bolide, je pars en quête d'un spot sympa pour admirer le coucher de soleil sur Bagan. Dans ma recherche, je rencontre 2 jeunes Birmans décidés à me montrer un joli coin. On s'enfonce alors dans des chemins sablonneux, étroits, loin du flux de touristes. Oh. Winkowen. Et Lille. Lille. Ok. Oui, à Bagaboy. Bagaboy. J'emboîte le pas de Winkowin jusqu'à ce temple isolé. Ne reste plus qu'à grimper au sommet. Là-haut, le soleil m'attend pour tirer sa révérence. Le spectacle est au rendez-vous. Bagan l'immortel, Bagan la merveille birmane, peut alors s'endormir. Le lendemain, direction Mandalay, un peu plus au nord. Mais avant de quitter mon hôtel à Nyong-u, j'assiste à cette procession festive. Il s'agit du Shinpiyu, la cérémonie du noviciat. Habillés comme des princes et princesses, les jeunes Birmans défilent dans les rues jusqu'au monastère, où ils recevront leur éducation religieuse. L'événement a lieu une fois par an pendant 3 jours, dans chaque ville et village de Birmanie. Après 4 heures de route, j'arrive à Mandalay, la 2e plus grande ville du Myanmar, derrière Rangoon. Mandalay fut la capitale royale de la Birmanie entre 1860 et 1885. On la surnommait alors la Cité des Joyaux pour son jade réputé. L'ancien palais royal de Mandalay est un petit bijou qu'il faut absolument visiter. En 1945, il fut presque entièrement détruit lors d'un bombardement britannique, alors que l'endroit était devenu le quartier général de l'occupant japonais. Il a été reconstruit à l'identique en 1990. Le palais est entouré par d'impressionnantes murailles de 9 mètres de haut et des douves de 75 mètres de large. Il fait nuit, je suis à Mandalay et dans les rues de Mandalay, il est 7 h du soir, et il n'y a pas d'éclairage. Donc c'est un peu inquiétant de se balader dans la rue quand on ne connaît pas en plus les lieux. Donc c'est un peu spécial, mais bon, je vais retrouver mon chemin pour arriver à l'hôtel. Je vais me reposer après une journée où j'ai pas arrêté de marcher. J'ai fait plein de rencontres, j'ai discuté notamment avec un moine bouddhiste pendant plus d'1 heure. Là. Demain, il m'a invité à aller voir son monastère. Je vais peut-être devenir moine, moi. Le lendemain, après le monastère, je fais un saut dans la ville voisine d'Amarapura jusqu'à l'imposant pont Ubein. L'édifice a été construit au 19e siècle avec les colonnes de teck abandonnées lors du transfert du palais royal à Mandalay. Après 6 heures de trajet en minivan, je pose mon baluchon à Kalo, un charmant village dans les montagnes. Si Kalo doit être le point de départ pour une randonnée de 3 jours, j'en profite avant pour visiter la pagode Shweomin, un haut lieu du bouddhisme. À l'intérieur de la grotte, des centaines de Bouddhas, en or, en marbre, en bronze. Ils sont partout,
dans ce labyrinthe à moitié plongé dans la pénombre. À Callao, alors que les novices sont en plein examen en ce début du mois d'avril, c'est l'occasion de goûter à l'hospitalité des Birmans, d'une gentillesse sans pareille. Alors c'est un moment magnifique, je suis dans un monastère à Callao, j'ai sympathisé avec une nonne et elle m'a tout simplement invité à déjeuner dans le monastère, donc je suis à une table et voilà, on m'a offert plein de choses à manger, donc c'est vraiment super sympa. Un grand moment dans ma vie ça. Je suis avec Neutron qui fait un petit peu de ventilation pendant que je suis en train de manger. Voilà, il est à côté de moi et puis il fait un peu de ventilation, puis il enlève les mouches aussi. Un peu de réconfort avant l'effort dès le lendemain. Perdu au beau milieu des montagnes birmanes, en compagnie de ce drôle d'oiseau nommé Munson, mon guide. Avec 7 autres touristes, je me lance dans un trek de 3 jours et 2 nuits au départ de Callao, le village perché à 1300 mètres d'altitude. Au total, 60 km de marche. Alors j'ai un objectif durant ce trek, c'est d'atteindre le lac Inle et d'apercevoir les fameux pêcheurs qui rament avec une seule jambe. L'aventure est inédite, faite de jolies rencontres avec les enfants des villages. Si le dénivelé n'a rien d'insurmontable, les fortes chaleurs mettent les organismes à l'épreuve dès les premières heures de marche. Very hungry now. I'm thirsty. No water. Finish. Après une pause déjeuner pour satisfaire Wayne, un touriste maltais, on s'enfonce un peu plus dans une Birmanie de caractère. On s'aventure sur des terrains assez abîmés, parfois escarpés, il faut quand même faire assez attention. C'est l'heure du bain pour les vaches et elles ont l'air d'apprécier ça. Notre guide improvise ensuite une halte un peu particulière. Alors apparemment on va voir un chaman. Le vieil homme, mi-prêtre, mi-médecin, concocte une mixture censée guérir de nombreux maux. Medicine. Good for headache problem, paralysis problem, like this high blood pressure problem, diabetes problem. Some people eat meat, pork curry, and it becomes the fast, and then lie down sitting. He never walking outside. Some people don't know. He use this one getting better. You don't show other people, it's okay. Mon guide ne veut pas que ces images soient dévoilées, et pour cause, il s'agit d'opium. La Birmanie est le 2e producteur d'opium au monde. L'activité est illégale, mais dans ces régions reculées, 300 000 personnes vivent de la culture du pavot, utilisée à des fins récréatives. En somme, une drogue euphorisante pour monter haut dans le ciel. Et dans le ciel birman, le soleil s'apprête à se retirer. On arrive à Kyoksou, un village de 750 habitants, pour y passer la première nuit. Le lendemain, on met le cap à l'est. Les forêts de pins de la veille ont laissé place aux champs cultivés. Eh bien, depuis ce matin, on traverse tranquillement les champs des alentours à la rencontre des cultivateurs. Tour à tour, on traverse les cultures de pommes de terre, de canne à sucre, de maïs ou encore de gingembre. L'agriculture est le véritable moteur économique du Myanmar. Plus de 70% de la population travaille dans les champs. En coupant par un champ de pommes de terre, on gagne cette rivière. L'occasion de se rafraîchir, mais aussi de rencontrer des artisans en plein travail sur la rive. Le bambou est très présent dans la région et de nombreux objets, comme ces paniers, sont fabriqués avec son bois. Un peu plus loin, des rizières à perte de vue. Le riz est la principale culture du pays et occupe 60% des terres agricoles. They're waiting for raining. May, June, July is heavy rain. They are waiting for raining. Rainwater is good for taste. En fin d'après-midi, ultime pause au bord du chemin, pendant que Munson entame une balade à la guitare
je me lance dans une partie de Chinlon, le sport national birman qui demande beaucoup d'adresse. Et puis, on avale les derniers kilomètres de marche pour la journée. On arrive au monastère de Titen, 4 moines et 10 novices, des apprentis moines bouddhistes vivent en ces lieux. Et c'est ici qu'on va passer notre seconde nuit. Après un match de foot, des prières s'élèvent dans le monastère, celles des novices. Certains d'entre eux deviendront moines, ils sont 500 000 dans le pays. Ces jeunes garçons sont tous unis dans la spiritualité et concluent la journée de la plus belle des manières, en chanson. Troisième et dernier jour du trek. Il est temps de dire au revoir à nos hôtes. Il reste désormais une quinzaine de kilomètres avant d'atteindre le lac Inle. Il est à peine 8 heures du matin et le soleil tape déjà très très fort. Il devrait faire encore plus chaud qu'hier, donc ça promet. Après avoir longé la route, on s'aventure une dernière fois dans les sentiers sauvages de l'État Shan. La montagne livre ses ultimes confidences. Et puis, quelques rizières inondées, signe que le lac n'est plus très loin. Après 3 jours et plus de 50 km de marche, nous arrivons enfin au lac Inle, point d'arrivée de notre trek dans les montagnes birmanes. Et désormais, on va tenter d'apercevoir ces intrigants pêcheurs. Depuis Tonele, on embarque sur une pirogue. On traverse les jardins flottants avant d'accoster dans le village de Iwama. And this stone is altogether mixed with zinc, aluminium, silver and copper. Le lieu, réputé pour ses ateliers de confection de bijoux en argent, est un attrape-touriste, avec bon nombre de boutiques de souvenirs. Dans une échoppe, je rencontre Malo qui s'active au tissage. Elle appartient à la tribu Padong. Les femmes de cette ethnie, dès l'âge de 9 ans, perpétuent la tradition des anneaux de bronze qui allongent leur cou, ce qui leur vaut le surnom de femmes girafes. De retour sur le lac, les pêcheurs se font attendre, quand enfin, debout à l'arrière de sa barque, l'acrobate entre en scène. Les Inta utilisent une technique de pêche unique au monde. Ramant avec un seul pied, ils ont ainsi les mains libres pour s'affairer au filet. Face au fils du lac, l'instant se fige. L'objectif est atteint. Ne reste plus qu'à profiter une dernière fois des trésors de la Birmanie. L'étape birmane touche à sa fin, non sans une dernière exploration de grottes sacrées à Pa'an, une petite ville située à l'est de Rangoon. En 1, le stade du Rotorua. En 2, les temples bouddhistes. Et en 3, les grottes en Asie. Voilà mon top 3 de ce que j'ai le plus vu dans ma vie là. Je suis dans une nouvelle grotte au Myanmar, une de plus. Bon, c'est bien ce qui fait un peu plus frais qu'à l'extérieur. On peut entendre les petites chauves-souris. C'est plutôt agréable. Par contre, ce qui est insupportable, c'est qu'il faut marcher nu-pied, sans chaussures et sans chaussettes. Et parfois, ça fait vraiment très très mal aux pieds. Et comme c'est un lieu sacré, il y a un temple, il y a des temples à l'intérieur de la grotte. Du coup, il faut être nu-pied. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable sur cette terre. Mais bon, on respecte les traditions et la spiritualité. Eh bien, c'est ma dernière soirée en Birmanie. Une petite pointe de déception parce que j'ai vraiment adoré ce pays. Que ce soit les paysages, mais aussi les habitants. Les Birmans sont des gens vraiment super sympas, très très gentils. Ils sont aux petits soins pour les touristes. Ensuite, je file demain à Bangkok, capitale de la Thaïlande. Ça va être différent. Voilà un bien curieux rassemblement dans les rues de Bangkok.
En ce mois d'avril, la mégalopole est en ébullition. Pendant 3 jours, la capitale thaïlandaise se transforme en un immense terrain de jeu à coups de batailles d'eau. Chaque année, la Thaïlande et ses voisins sud-est asiatiques célèbrent le Nouvel An bouddhique, le Songkran Festival et sa tradition des pistolets à eau. Petits et grands, jeunes et moins jeunes, tout le monde participe aux hostilités. Si vous vouliez être au sec, c'est raté. Chacun prend un malin plaisir à asperger son voisin. Ici, dans Khao San Road, l'arroseur est forcément arrosé et la fête bat son plein jusqu'au bout de la nuit. Pour retrouver un peu de calme et éviter d'être trempé, je m'éloigne du centre-ville. En périphérie, on retrouve une Bangkok plus traditionnelle, bucolique, celle des canaux. Aux abords du Klong Bang Luang, sur la rive droite, il existe un endroit atypique, loin du brouhaha de la capitale. Un lieu où les poissons se livrent une lutte sans merci pour quelques bouts de pain et où il fait bon flâner sur les bateaux. En musardant dans les petites ruelles étroites et leurs maisons sur pilotis, je m'arrête dans la Baan Silapin. La bâtisse en teck, vieille de 200 ans, regroupe un collectif d'artistes qui proposent chaque jour gratuitement des spectacles traditionnels de marionnettes. Une plongée dans une Thaïlande ancestrale. En remontant le canal, retour dans la saisissante Bangkok. La métropole aux 10 millions d'habitants a su allier modernité, tradition et spiritualité. Les temples se comptent par dizaines. Au Wat In Tarawian, sous le regard du roi, je tombe nez à nez avec ce géant serti d'or. Un Bouddha de 32 mètres de haut, véritable fierté des Bangkokiens. Bangkok, la capitale de la démesure. Pour mieux m'en rendre compte, je grimpe dans les nuages. De nombreux hôtels proposent des rooftops. Eh bien, je suis tranquillement installé au rooftop à la terrasse 61e étage, avec un petit cocktail. Sur les toits, c'est le spot idéal pour profiter du coucher de soleil dans une forêt de gratte-ciel. Bangkok se pare alors de ses habits de nuit. Retour à Khao San, célèbre pour sa vie nocturne, les salons de massage et la street food. Je savoure alors mes dernières heures dans la Cité des Anges avant d'aller explorer les îles. La Thaïlande est surtout connue pour ses îles paradisiaques, ses plages de sable blanc, ses eaux cristallines et ses récifs coralliens, comme ici à Koh Nong Wan, un spot particulièrement apprécié des adeptes de plongée. Sur l'île voisine de Koh Samui, réputée pour sa forêt dense, je me lance dans une randonnée jusqu'au pic de la colline. Je suis au bout de ma vie là. Stop, danger. Ouais, c'est normal. La pente est tellement abrupte, et puis il fait 45 degrés aussi. Tout en haut, la récompense. Derrière ce rocher qui semble suspendu dans le vide, une vue grandiose sur la baie de Lamai. Et puis, il y a Phuket, au large de la mer d'Andaman, l'une des places les plus touristiques de Thaïlande. Une nature exceptionnelle, des temples, des moines en prière, un Bouddha géant, c'est assez impressionnant, des combats de boxe thaï, une carte postale idyllique, et pourtant, Phuket est l'image même d'un tourisme à la dérive.
Pour satisfaire les millions d'étrangers chaque année, des agences proposent des city tours peu reluisants. Ici, un éléphanteau jeté en pâture aux touristes. Là, des tigres privés de liberté et sans doute drogués que l'on peut approcher pour s'offrir une attraction à sensation. Au royaume du tigre, le touriste est roi. À l'est de Phuket, les îles Phi Phi m'attendent ensuite. Elles sont mondialement connues après la sortie d'un film. Eh bien, je me prélasse dans une eau à 35 degrés sur l'île de Koh Phi Phi, célèbre pour le film La plage avec Leonardo DiCaprio. Là aussi, le tourisme a fait des dégâts à l'écosystème et les autorités thaïlandaises ont décidé d'interdire l'accès à certains sites, comme la célèbre Maya Bay. Dernière étape en Thaïlande, pendant 4 jours, je vais découvrir Koh Lanta. J'accoste sur la principale île, Koh Lanta Yai, en plein développement pour accueillir les touristes. On sait plus trop ce que c'était, Koh Lanta. Il y a du bitume maintenant ici. C'est fini l'époque dorée des rouges contre les jaunes ou les bleus, je ne me rappelle plus trop. Ici, les femmes, elles se tuent à la tâche, comme tu veux le voir derrière moi. Elles sont de corvée pour les travaux manuels, notamment pour construire les routes et les trottoirs. Vraiment, ils ont du courage ici, les femmes. Si le bitume a envahi une partie des îles Lanta, la grande majorité de l'archipel est restée vierge. Dans ce décor naturel, qui n'a pas rêvé un jour de jouer les Robinson? Je suis actuellement sur l'île de Koh Lanta et forcément, lorsqu'on évoque Koh Lanta, on pense à... Je suis prêt pour Koh Lanta. Je mange du riz tous les jours. Épreuve des poteaux! Je m'aventure dans la jungle en quête d'une source d'eau potable. Il doit y avoir du manioc dans le coin. Je m'entraîne dur pour les épreuves d'immunité. Oh, je suis prêt à tenir 40 jours sur cette île, conditionné pour gagner. Allez, je file au conseil. Denis Brognard, j'arrive. Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. Après 3 semaines en Thaïlande, un nouveau chapitre de mon voyage s'écrit en Malaisie, à Kuala Lumpur. Tout commence par d'énigmatiques incantations, des chants comme autant de prières adressées aux dieux. Dans le temple de Mariamman, les fidèles vénèrent Shiva ou encore Ganesh. Mariamman est le plus ancien sanctuaire hindou de la capitale malaisienne, construit en 1873. À Kuala Lumpur, l'hindouisme s'est imposé dans le paysage religieux. Pour mieux s'en rendre compte, il faut s'éloigner du centre-ville en direction du nord. Je suis sur le quai de la plateforme 1, j'attends le train qui doit me mener à 10 km en dehors de la ville de Kuala Lumpur pour visiter la grotte de Batu. Comme c'est indiqué derrière moi, il y a des espaces entièrement réservés aux femmes dans ces trains. Mais bon, comme on peut le voir, la loi n'est pas forcément respectée. On voit bien finalement, je me suis fait virer de ma place qui était réservée aux femmes. Après une demi-heure de trajet, j'arrive au pied de cette colline calcaire envahie de touristes et pèlerins. On est accueilli par cette impressionnante statue hindoue et cet escalier de toutes les couleurs qui semble ne jamais finir. Ici, des grottes ont été aménagées en temple hindou. Et pour accéder à la principale cave,
il faut gravir les 272 marches de cet escalier arc-en-ciel. Allez, c'est parti, on entame l'ascension. La grotte de Batou, c'est le repère des singes. Des macaques crabiers précisément, des petits voleurs, prêts à tout pour un peu de nourriture. Celui-là a l'air d'apprécier les frites du McDo. Là-haut, on entre alors dans la gueule du loup. On se sent vraiment tout petit face à l'immensité des lieux. Ce qui est génial, c'est que la cave de Batou est l'une des attractions les plus célèbres de Kuala Lumpur et c'est gratuit. J'ai juste dû payer le billet de train qui m'a à peine coûté 50 centimes d'euros. Pour autant, l'endroit se prête aussi au commerce et des boutiques de souvenirs rappellent aux touristes pourquoi ils sont tant appréciés. Je m'aperçois qu'il y a une deuxième grotte à visiter. Allez, je vais aller faire un tour. Ce boyau géant me plonge dans la mythologie hindoue. La grotte de Ramayana raconte sous forme imagée l'épopée de Rama, roi de l'Inde antique, parti reconquérir Sita et l'arracher au démon Aditeth, Ravana. Alors je viens d'arriver au sommet de la deuxième grotte. Il n'y a pas grand chose à voir arriver tout là-haut. On peut s'apercevoir que la grotte se poursuit, mais impossible d'y aller. C'est fermé. Il ne reste plus qu'à redescendre. Retour dans le centre de Kuala Lumpur. Ici, toutes les religions se côtoient. La ville abrite l'une des plus grandes mosquées d'Asie du Sud-Est, la mosquée nationale, et son minaret culminant à 73 mètres. Il faut savoir que l'islam est la religion d'État en Malaisie, pratiquée par 55% de la population. This is the place that people pray. À l'intérieur, je rencontre Aïn. Avec ses amis, Adam et Aline, tous les trois étudiants, elle donne de son temps pour renseigner les touristes avides d'informations sur la mosquée. This is a national mosque in Malaysia. It was built in 1963, but then it's finished on 1965, and it has the capacity of 15,000 people can enter this mosque. J'en profite aussi pour en savoir plus sur le lien étroit qu'entretient la jeune femme avec la religion. I feel grateful to Allah because I born as Muslim. Muslim is to us is a complete way of life. Everything we do must following the compliance to the Muslim, to the Islam. How we pray, how we eat, how we sleep. Everything, how we greet people, we even Islam teach us smile is an act of charity. We don't care about the race, religion. We must show kindness to everyone, even the animals. Okay, thank you, Christopher. Thank you, bye bye. Bye bye. See you. Kuala Lumpur, multiculturel et multiculturel, notamment. La capitale peut compter sur une importante communauté chinoise. Comme toutes les grandes métropoles, Kuala Lumpur dispose de son Chinatown qui s'articule autour de Petaling Street. Le quartier chinois est très coloré et animé. Encore une fois, la religion n'est pas très loin. Dans Chinatown, plusieurs lieux de culte sont érigés, dont le temple taoïste Guandi, du nom d'un général chinois. Paraît-il qu'on le vénère pour trouver le bien-être, lui, le dieu de la guerre. 10% de la population malaisienne est de confession taoïste. Le taoïsme est l'un des 3 piliers de la philosophie chinoise, avec le confucianisme et le bouddhisme. Changement de décor, en quelques rues je passe de Chinatown à Little India. Je me trouve à Bricksfield, c'est le quartier indien de la ville. Dans ce petit bout d'Inde, au sud de Kuala Lumpur, vous trouverez des boutiques de vêtements traditionnels, comme les saris portés par les femmes, ou encore ces tenues pour les hommes. Au nord de Brickfields, pour échapper aux chahuts de la ville, il existe un endroit idéal pour se connecter avec la nature, les jardins de Perdana. Un parc de 92 hectares
qui abrite notamment un espace proposant plus de 800 espèces d'orchidées, un concert de couleurs et de senteurs. C'est un véritable petit paradis de verdure au cœur de Kuala Lumpur. Les jardins de Perdana, véritable poumon vert dans une forêt de béton, car Kuala Lumpur est réputé pour ses nombreux gratte-ciel. La ville en compte plus de 250. Les plus célèbres, ses tours jumelles. Elles sont l'un des symboles de Kuala Lumpur et du développement économique du pays. Les tours jumelles Petronas comptent 88 étages et s'élèvent à 452 mètres d'altitude, ce qui font d'elles les tours jumelles les plus hautes du monde. Non loin de là, la tour Menara s'élève dans un ciel gris de plus en plus menaçant. Cette tour de télécommunication est bâtie sur la colline de Bukit Nanas, au milieu d'une réserve forestière. Bukit Nanas en malais, ça signifie la colline des ananas. Bon, j'en ai pas vu un seul d'ananas. Ici, la végétation est dense et le visiteur peut circuler sur des ponts suspendus. Mais ma promenade est rapidement interrompue. Le déluge s'abat littéralement sur Kuala Lumpur actuellement. Les trompes d'eau m'obligent alors à trouver refuge dans la tour. J'ai laissé passer l'orage et je suis monté au sommet de la tour Menara pour profiter de la vue sublime sur Kuala Lumpur. Pour une vingtaine d'euros, une vue panoramique sur la ville s'offre à moi. La tour Menara domine le paysage urbain de Kuala Lumpur et culmine à 421 mètres d'altitude. En comparaison, la tour Eiffel ne mesure que 324 mètres. L'expérience malaisienne se termine la tête dans les étoiles. Kuala Lumpur brille alors de mille feux. Et hop, un pays de plus à mon actif. Je viens d'arriver à Singapour. Franchement, c'est très propre et c'est très calme. Et il y a plein de buildings. Singapour, la prospère cité-État aux 63 îles. Je me donne 2 jours pour arpenter l'île principale, Pulau Uyong. Singapour est réputé pour son quartier d'affaires autour de Marina Bay. Ce tout petit territoire, indépendant depuis 1965, est rapidement devenu l'un des pays les plus développés au monde. Pourtant, il ne se limite pas seulement à ses buildings de verre et d'acier. La nature est omniprésente. Au nord, avec la réserve de Bukit Timah et ses 164 hectares de forêt équatoriale. Dans le centre-ville, un parc de 100 hectares, le Gardens by the Bay, très fréquenté des touristes et des locaux. Et pour le côté insolite, Singapour dispose d'un stade de football sur l'eau. La nuit tombe sur la cité-État. Le lendemain, je prends l'avion pour Jakarta, en Indonésie. L'Indonésie, c'est le dernier pays visité durant le périple asiatique. Enfin, les petites ruelles de Jakarta. Putain, je sais pas du tout ce que je fous là. Je cherche une agence de voyage pour partir au volcan Bromo. Ça m'emmène dans des petites ruelles. Bon. Je vais retrouver mon bonheur dans le coin là. Mais ils sont partout en Asie du Sud-Est les singes, partout, même à Jakarta. Eh bien je sais pas du tout ce que je fous là. Je suis en train de longer une voie de chemin de fer avec... J'ai l'impression que je suis dans les bidonvilles de Jakarta là. Il y a un train qui passe. Je vais me faire écraser par le train. Ouais. Ah, il y a le train qui passe. Je vais me faire écraser par le train, ouais. Le train, je finis par y monter dedans. 16 heures de trajet depuis Jakarta à travers les rizières pour rejoindre l'est de Java et voir le volcan Bromo. Après une nuit entière passée dans le train où je n'ai pas beaucoup dormi, j'arrive enfin à Malang. La ville se situe à une 50aine de kilomètres à l'ouest du mont Bromo. À Malang,
Première étape qui doit me mener au parc national des volcans. Un quartier attire tous les regards. Je profite de mon court passage à Malang pour visiter l'une des attractions de la ville, le village coloré de Jodipan. Hello. Je suis accueilli par les gamins de ce bidonville, tout sourire. Ici, une rangée de maisons arc-en-ciel. Du jaune, du rose, du vert, du bleu. L'idée est venue d'étudiants qui ont souhaité mettre un peu de couleur dans la vie des habitants de ce village pauvre et délabré. Une initiative débutée en 2016, pleine de succès. Aujourd'hui, grâce au tourisme, le village a su se développer et améliorer sa situation sanitaire. Retour dans le cœur de la ville. En regagnant mon hôtel, je repère ce joyeux attroupement. C'est actuellement le Ramadan et ces hommes et ces femmes en bleu et rose derrière moi distribuent gratuitement de la nourriture aux passants et aux véhicules. J'ai moi aussi eu droit à ma petite boîte avec de délicieux gâteaux à l'intérieur. L'État indonésien reconnaît 6 religions officielles. Mais dans le pays, près de 90% de la population est musulmane. Ramadan oblige, les pratiquants pourront casser le jeûne à 18 h, pas avant. Le lendemain, 8 h du matin, direction le terminal de bus. Il existe plusieurs agences qui proposent des tours depuis Malang jusqu'au Mont Bromo. Mais pour ma part, j'ai décidé de vivre l'aventure seul, sans être dépendant d'un guide et d'autres touristes. Du coup, c'est un peu plus compliqué et je dois prendre le bus ce matin pour me rendre à Probolinggo. Au programme, 2 heures de route pour rejoindre cette ville à 90 km plus au nord. À peine arrivé à Probolinggo, qu'il faut déjà s'en aller vers une ultime destination, au pied des volcans. Maintenant, je dois prendre un BMO, un taxi collectif pour me rendre à Semoro Lawang. C'est le village à l'entrée du parc naturel. Le souci, c'est que pour l'instant, le taxi collectif n'est pas plein, je suis le seul, donc on doit attendre encore 14 personnes avant de pouvoir filer. Ce minivan, je vais devoir l'attendre longtemps, très longtemps, trop longtemps. Là, ça commence sérieusement à m'énerver, ça fait plus de 3 heures que j'attends et toujours pas de bus pour partir à Semoro Lawang. Finalement, las d'attendre, je saute à l'arrière de cette bécane. Contre 100 000 roupies, environ 6 €, Sanadi accepte de m'amener à Semoro Lawang. 1h15 de trajet et 45 km avalés au cœur de la montagne javanaise. J'arrive enfin dans ce hameau, perché à 2200 mètres d'altitude. Les volcans, c'est pour le lendemain. « 3 heures du matin, le village est encore endormi. Il fait nuit noire, je me repère exclusivement à l'aide d'une petite lampe torche. L'objectif, c'est de trouver un coin sympa pour admirer le lever du soleil sur les volcans. Là, je m'aventure sur des terrains vraiment escarpés, voire dangereux. I want to go to Penanjakan. Yes. Which road? Show me where. Where is it? Long 1.5 km. Terima kasih. Sama-sama. La pente commence à se faire très raide. Can you tell me where is the best view? There, the peak is King Kong. Sur les conseils avisés de ce guide local, je poursuis mon chemin sur quelques dizaines de mètres un peu plus haut. Au point de vue de King Kong Hill, le soleil se lève enfin. Les magistraux volcans surgissent au-dessus d'un gigantesque nuage de brume. Bromo, fumant sur la gauche, Batok au premier plan et Semeru à l'arrière. Un décor de carte postale. Il est ensuite temps de redescendre. Sur ma route, je croise des cultivateurs. How are you? Okay, boss. Ici, c'est la pomme de terre qui fait recette. De retour au village, je prends le chemin de la caldeira. Mon objectif, me hisser au sommet du Bromo et apercevoir son cratère. J'entame la randonnée pour me rapprocher au plus près du volcan. Mais je suis rapidement stoppé dans ma progression.
le garde des lieux, vient à ma rencontre. Today is closed because still eruption. Maybe tomorrow morning, legal for open Bromo crater. C'est peine perdue pour aujourd'hui. Je retente ma chance le lendemain, avec plus de réussite. Je ne suis plus qu'à une centaine de mètres des volcans. Je m'avance dans un paysage totalement lunaire. Je traverse la mer de sable et de cendres et j'arrive au pied du Seigneur Bromo. J'escalade les 246 marches pour accéder aux entrailles de la bête. Je touche au but. Me voilà arrivé au sommet, le cratère derrière moi est tout fumant. Le volcan culmine à 2329 mètres d'altitude. Le pari est réussi. Ne reste plus qu'à profiter de l'instant face au vertigineux cratère. 800 mètres de diamètre pour 200 mètres de profondeur. On sent l'odeur de soufre qui se dégage du cratère. Le Bromo est toujours en activité et il était en éruption il y a encore quelques semaines. C'est vraiment une sensation incroyable d'être au bord de ce gouffre. On sent vraiment la puissance de la Terre. Le Bromo, c'est des souvenirs plein la tête pour l'éternité. Parfois, on aimerait que le temps s'arrête, rester tout là-haut et ne jamais redescendre. En ce mois de mai, la fin du voyage se rapproche. Après le Bromo, l'Asie du Sud-Est révèle ses derniers secrets, comme Lombok, à l'est de Java. Ses côtes sont inondées de petites îles paradisiaques, des Gilis en langue sasak. Au programme, du snorkeling pour admirer la richesse des fonds marins autour de Nangou. Sur l'îlot de Kédis, je fais la connaissance de Salama, un vieillard de 100 ans qui vend chaque jour ses bijoux en coquillage sur le sable fin. Un coucher de soleil sur Gili Air, d'intrigantes statues sous-marines au large de Meno, et enfin une rencontre fortuite avec cette majesté à Trawangan. Parfois, on se sent privilégié. En Asie du Sud-Est, j'en profite aussi pour réaliser un rêve, observer des dauphins dans leur milieu naturel. Rendez-vous est pris avec le cétacé à Lovina, dans le nord de Bali. Alors que le soleil apparaît timidement, l'animal surgit avec fracas, devant des dizaines d'embarcations de touristes qui le traquent. Cet embouteillage de bateaux n'est pas des plus plaisants, et pour un tête-à-tête avec Flipper, c'est plutôt raté. Malgré tout, la mission est réussie. Je quitte le nord de Bali pour le sud et l'île de Nusa Penida au charme fou. Je vais profiter à fond de ma dernière semaine de voyage. J'ai loué un scooter pour parcourir l'île et sa nature vivifiante. Je démasque d'abord ce rocher qui s'avance dans la mer et cette plage en contrebas qui me fait de l'œil. Je suis actuellement dans un petit paradis sur l'île de Nusa Penida, une petite plage avec une eau extrêmement bleue, magnifique. Et pour accéder à cette plage, il n'y a pas d'autre choix que de descendre cette falaise très très pentue. J'ai mis plus d'une demi-heure pour la descendre, c'est assez dangereux, mais une fois arrivé en bas, la récompense est magique parce que le lieu est incroyable pour se baigner. Alors pour se baigner c'est un peu compliqué parce qu'il y a vraiment d'énormes vagues. Nusa Penida fait partie des 13 466 îles recensées en Indonésie. Un ultime coup de cœur. Je vais visiter un temple hindou. J'ai dû enfiler cette sorte de robe là pour rentrer
dans ce lieu sacré. On ne doit pas voir mes jambes. D'un temple à l'autre. De Bakma à Hanoï en février, à Goa Giriputri sur Nusa Penida en ces derniers jours du mois de mai, la boucle est désormais bouclée. La cloche du temple sonne la fin de l'Odyssée. C'est ici, en mer de Bali, que l'histoire se termine. Pendant près de 4 mois, des aventures, j'en ai vécu 100, j'en ai vécu 1000. Comme un sentiment étrange d'être parti depuis 10 ans. Des souvenirs en pagaille, de belles rencontres, des paysages à couper le souffle. Une vie à 100 à l'heure. Cette histoire, mon histoire, j'ai essayé de vous la conter, de partager mes émotions et vous transmettre pourquoi pas l'envie à votre tour d'explorer d'autres horizons. Sans crainte, simplement l'excitation d'avancer vers l'inconnu. Il est désormais temps de rentrer avec la satisfaction d'avoir accompli quelque chose d'unique, d'inoubliable. Une vie d'aventure pour l'aventure d'une vie.